à la prochaine conférencier, Osvaldo, il va passer des sentiers et nous amener dans les chemins que nous traçons. Bon, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être ici. La présentation. Mon nom est Osvaldo Valerian, je suis professeur à l'UQAT, à Lire, d'origine chilienne, donc ça s'ajoute un peu la couleur à mon accent. Et en fait, j'ai failli être médecin vétérinaire. Je suis devenu ingénieur forestier, puis ensuite fait mon doctorat, entre autres, à l'Université Laval. Et je pilote plusieurs projets, d'aménagement en général, télédétection, logistique. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un sujet qu'on n'aborde pas très souvent. Mais je pense que c'est un sujet d'actualité, étant donné que, en fait, on est un peu partout au Québec, c'est-à-dire Patricia peut se rendre dans ces sentiers, hors des sentiers battus, mais pour se rendre là, ça prend un chemin. Donc, on va faire ensuite du monde. Donc, je pense que c'est pas étrange pour vous de savoir que ces chemins-là, ils ont des conséquences. Donc, un des principales, c'est la fragmentation du territoire. Je pense que vous les connaissez assez bien. Ça nous donne accès aux ressources, aller chercher de l'énergie, transformer ça. Mais en même temps, ces chemins, en fait, ça devient un territoire, en fait, une forêt qu'on appelle improductive. C'est-à-dire qu'on change l'utilisation du sol pour quelque chose qui devient permanent ou semi-permanent. Donc, il y a des questions à se poser à ce niveau-là. C'est pas étrange de savoir qu'il y a sur des nuisances, des plantes envahissantes, on parle de la faune, etc. Et si à une époque, on pourrait dire, c'est vraiment intéressant, on faisait les premiers efforts, on sortait avec la machinerie, puis on a fait des grands efforts pour sortir le bois de la forêt. Aujourd'hui, avec la technologie et le fait qu'on va de plus en plus loin, des plus grandes machines, en fait, on est en train d'altérer tout ça d'écosystème. Donc, et ça va très, 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 très vite. Oui. Mais ça va très vite, pas seulement ici, ça va un peu très vite partout dans le monde. Hein? Ça va tellement vite qu'on fait déjà, si on comptabilise tout le réseau routier, 65 voyages à la Lune. Hein? Ça fait pas pire. Et en 2050, on risque d'ajouter encore 3 à 4,7 millions encore de kilomètres de chemin. Et la donnée plus intéressante encore, avec des données de plus ou moins 2013, donc c'est la base de données internationale, on dit qu'il nous reste encore 80% du territoire où on n'a pas un chemin. Mais de ces 80% du territoire sur la Terre, on peut les diviser en 600 000 morceaux. Dans la moitié de ces morceaux-là, il y a moins d'1 kilomètre carré. Donc, les territoires deviennent très, très, très fragmentés. Donc, tous les enjeux sont là, en lien avec le réseau routier. Puis au Québec, on n'est pas pire. On contribue, en fait, à faire 12 fois le tour, juste avec nos chemins forestiers là-dedans. Et c'est un enjeu de taille, parce que un chemin est un actif du moment qu'on a accès, parce qu'on fait la villégiature, on fait la récolte, on va chercher nos ressources, on fait la chasse, le réunion bientôt, dépendamment de la région. Mais ça devient un passif quand on n'a aucune espèce d'idée, l'État, on n'a aucune espèce d'idée des variables qui nous permettent d'informer à savoir comment ces routes-là peuvent évoluer dans le temps. On parlait tantôt dans le contexte du changement climatique, il y en a aussi avec les chemins, notamment les espèces, entre autres. Et je pense qu'il y a un nombre d'évidences, en regard de ça, je pense qu'il y en a un paquet. Je pense que par rapport au réseau routier, les choses qui ont été plus étudiées, justement cette altération, entre autres, par rapport aux mammifères, par rapport à la faune en général, et dans lesquelles, plus on se rapproche de ce type de structure linéaire, plus il y a un impact sur l'abondance de certaines espèces. Donc, il y a un effet direct et concret. Cet effet, c'est pas seulement au niveau faunique, mais c'est aussi, en fait, Radio-Canada a fait récemment un reportage dans lequel il mettait l'évidence d'un peu le manque d'entretien qu'on avait, et pas seulement le manque d'entretien, c'est-à-dire, je dirais que le manque d'information qu'on a par rapport à toutes ces ressources-là, qui est, vous savez, au Québec, la plupart du territoire est public, donc collectivement, nous, on contribue à étendre ce réseau routier, mais une fois construit, avec certaines normes, on n'a aucune espèce d'idée. C'est-à-dire, il n'y a personne qui sait qu'est-ce qu'il y en a. Et donc, tout ça d'accident, je pense que le reportage parle très bien de ces éléments-là, je vous invite à aller les voir. Donc, on arrive à quelque chose qu'on connaît un peu moins, c'est-à-dire on arrive là, je pense que si vous avez fait un peu de terrain,
vous avez déjà rencontré dans ces cas-là. Il semblerait qu'ici, il y avait un chemin. On vous retrouvait dans ces coins-là. Et là, un des travaux qu'on a commencé à réaliser s'intéressait davantage comment, en fait, avec différentes étapes, comment on fait pour voir un peu plus clair. Donc, on commence à s'informer, qu'est-ce qu'on a comme données, on commence à jouer avec nos bases de données disponibles, avec le réseau, pour ceux qui connaissent, entre autres. Et, avant d'aller plus loin, je vais faire un peu de didactique avec vous pour expliquer comment on décide d'installer un réseau routier. En fait, quelles sont les variables qu'on a à notre disposition pour faire un réseau routier. Donc, je vous ai mis ici 3 images. La première, c'est un camion. Donc, camion, pour moi, ça représente la construction du chemin. Donc, avant de construire un chemin, on va déboisser, on va faire la mise en forme, et ensuite, on va amener du matériel granulaire. Avec certaines restrictions, surtout la RADF, il y a certaines restrictions, surtout à ce qui a trait les ponceaux, règle générale. Donc, d'un côté, on a les coûts de construction. Plusieurs d'entre eux, les chemins gravelés, ils dépassent les 6 chiffres, c'est-à-dire on parle de 100 000 $ le kilomètre pour commencer. Et de notre côté, une autre variable décisionnelle, c'est la distance à laquelle les machineries peuvent aller chercher la ressource et l'amener en bordure du chemin. Ça, on appelle ça la distance de débardage. Donc, on calcule les voyages et les venues, et ça, on obtient la distance moyenne de débardage. Et les graphiques que vous voyez là, a fait en sorte qu'il fait une somme. En fait, c'est le coût combiné entre l'effort qui fait la machinerie pour aller chercher le bois et l'amener au chemin, et la quantité de chemins que je veux mettre sur le territoire. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part une optimisation qu'on peut faire pour déterminer combien de chemins un territoire peut contenir. Donc, c'est-à-dire des variables économiques qu'on peut vraiment bien travailler. Évidemment, il y a la pente, l'espèce, les volumes, il y a une série d'autres variables qui jouent en tout ça, qui affectent, entre autres, et les coûts de construction et la récolte. Mais on sait qu'il y a certaines machineries, notamment au Québec, on fait beaucoup de procédés en forêt boréale en voie courte. Donc, ce qu'on appelle le forwarder, ou le porteur, mais est moins sensible à la distance de débardage. Mais un des problèmes qu'on a au Québec, c'est qu'on continue à faire comme on faisait à l'époque, où on avait des vieilles machines, et les distances de débardage ne sont pas très loin. Pas très loin, parce que finalement, c'est qui décide sur le terrain? C'est l'opérateur de machine. C'est pas l'ingénieur qui dit voici ta distance. Non, moi je ne vais pas trop loin. Et donc, ça veut dire qu'il nous manque encore des outils pour gérer cette importance-là. Et donc, théoriquement, en fait, on pourrait dire que si on avait une distance moyenne de débardage de 250 mètres, ça veut dire que maximum 500 mètres, d'un bord et de l'autre bord du chemin, la densité du réseau routier pourrait être autour de 1 km par kilomètre carré, en moyenne. Nonobstant, déjà en 2010, on a fait un exercice avec des données de 2005 pour la VTV, puis on était dans plusieurs secteurs à 1,7 km par kilomètre carré. Donc, ça veut dire que le problème est là. On a beaucoup de routes, on laisse beaucoup de routes construites, puis après, on ne sait pas ce qui arrive avec. Et pourquoi c'est important de savoir comment on arrive à ça? Donc, je vais donner quelques exemples des projets qu'on a fait. Vous voyez un peu l'alignement qu'on prend. Une notion très importante, c'est la vulnérabilité. Donc, comment, par exemple, ici, Riev, elle a fait un exercice, elle a calculé le flux. Donc, comment les camions amenaient de la forêt jusqu'à l'usine, savoir par où les camions passaient. Et ensuite, dans ces flux, on a utilisé des cellules, en fait, une fenêtre variable dans lesquelles on fermait la connectivité. Ça nous permet de déterminer dans quel moment il va y avoir un blocage. Le blocage, c'est que des camions ne se rendent pas à l'usine, ou qu'il y a des détours, des longs détours qui représentent des distances. Et donc, c'est une unité qu'on pourrait utiliser pour dire qu'il y a un effort. Mais comment savoir quand est-ce que le chemin va lâcher? On n'a pas d'infos. On n'a pas dans les bases de données, on a une date. La date peut dire 1940. Est-ce que ça t'aide à savoir si cette date est bonne ou peut-être 2010? On ne sait aucune autre information à part ça. Et entre-temps, il y a des entretiens, chose qu'on n'a pas non plus disponible dans nos bases de données. D'ailleurs, il s'est intéressé à faire, entre autres, des courbes de dégradation. Donc, on a développé un modèle avec des données de terrain qui nous permettent, pour la première fois, d'avoir des courbes quantitatives qui nous permettent de définir quel est le niveau de dégradation d'un chemin dans le temps. Donc, ça nous permet déjà de dire, bon, si je savais la date ou le niveau de dégradation ou la routier, je peux déjà anticiper combien de temps il me reste avant que ça devienne critique. Et pour ce faire, on a fait un autre projet avec Patricia.
dans lesquels ils s'intéressaient davantage à la dégradation du chemin forestier. Et pour les faire, en fait, ce qu'on cherchait à savoir quel type d'indicateurs, on a fait des indicateurs de terrain, mais aussi avec le lidar et l'optique aussi, pour déterminer quel niveau de détérioration on pourrait détecter, par exemple, avec des indices topographiques. Donc, on lit les indices topographiques en certaines dégradations. Oh, on vient de savoir dans quel point de la courbe, de mes courbes de dégradation, mon chemin se trouve. C'est-à-dire qu'on pourrait commencer à ajouter un peu de l'information concernant cette dégradation de la route. Pour aller plus loin, donc on a dit, ça c'est le sol, dont, par exemple, on a utilisé des indices comme le TPI, pour ceux qui connaissent. Mais pour aller plus loin, Naniman, il a dit, on va travailler maintenant à regarder la végétation. Comment la végétation évolue en fonction du temps et en fonction des types de chemins. Ici, on a utilisé seulement deux classes, donc les chemins larges et étroits, et dans lesquels on peut déterminer par les modèles, en utilisant le modèle d'auteur de la canopée, la vitesse avec laquelle la végétation se rapproche du centre du chemin. On comprend, plus on est loin du chemin, plus ça va vite. Plus le temps est long, plus ça va vite aussi. Donc, c'est-à-dire que ces deux variables, on peut les contrôler. Et l'avantage, encore une fois, qui est complémentaire à l'exercice de Patricia, parce qu'on va mettre un point qui pourrait représenter le niveau de dégradation, le niveau d'avancement de la végétation. Pourquoi est important de savoir la végétation entre dans le chemin? Donc, je vais voler un punch d'Ernaud, qui présente ça demain. Il va vous donner tous les détails. Parce que dans différents contextes, on a entre autres, on est à l'arbre des caribous. Là, il y a un comité qui s'intéresse à savoir quels seraient les gestes en regard du chemin forestier, où est-ce qu'on devait mettre un peu les efforts en restauration. Comment est-ce qu'on met les efforts en restauration? Il faut identifier où il y a une intensité, entre autres, c'est ce que fait Arnaud avec ses caméras, où il y a, mettons, plus de prédateurs ou des proies, et identifier par où, pour quel milieu utilise. Donc, Arnaud, il a étudié 3 milieux: chemin de gravelé, chemin d'hiver, puis le milieu de gravelé. Et là, peut-être que ça va être une grande surprise quand lui va présenter ça au comité, parce que les compagnies forestières sont bien aptes à dire, je veux faire mes chemins d'hiver, ça ne me coûte rien. Mais quand il vient le temps des chemins gravelés, déjà la loi, en fait, on n'a pas accès à faire ça. Donc, ça va être toute une activité. Et ça, on parle juste du chemin, là. On ne parle pas de tous les autres attributs de l'habitat. Et donc, on est très bon pour percer du chemin. Et je disais tantôt qu'il y a un lien entre la récolte du chemin et un autre exercice, cette fois avec Daniela. On s'est intéressé à regarder comment les compagnies forestières utilisent une stratégie spatiale pour récolter les chantiers d'éco. On fait ça dans un gradient nord-sud pour regarder des indicateurs de performance, donc à savoir, un peu comme les compagnies, quand on se compare avec Toyota, avec Honda, on compare un peu comment ils sont plus performants pour travailler avec un produit. Nous, on le fait avec un foresterie, ce qu'on appelle le benchmarking, et on a utilisé les meilleures pratiques et on a comparé toutes les autres façons de faire. Donc, il y a des contracteurs différents, il y a des coûts différents, etc. Et on est allé chercher les variables spatiales qui avaient un impact sur la performance de ces façons de faire-là. Pas étrange, une des variables les plus importantes, si on veut rapprocher de la performance, qui serait au niveau 0, quand on fait trop de chemin, c'est pas payant. C'est pas payant, donc ça veut dire qu'on s'éloigne un peu de cette performance-là. Quand on fait des blocs trop dispersés, c'est pas payant non plus. Quand on s'en va chercher des peuplements qui n'ont pas beaucoup de volume, c'est pas payant non plus. Donc, c'est des choses qu'on connaît, mais on vient de faire la démonstration spatiale. Donc, il y a un lien entre la façon comment on se déploie sur le territoire et l'effet sur le chemin forestier. Et quand on perce un chemin, tous ceux qui sont promenés en forêt, un chemin récent, qu'est-ce qui arrive tout de suite une fois construit le chemin? Autre que la coupe, non? Les chasseurs. Donc, les gens y arrivent, aussitôt que le chemin est construit, s'installer, en fait, les territoires l'utilisent, les villégiateurs, les chasseurs, etc. Et on a fait un exercice, notamment dans le territoire du Témiscamingue, dans lequel on a regardé comment on pourrait procéder à identifier les priorisations d'utilisation ou d'entretien du réseau routier. Donc, c'est un exercice qui regarde, entre autres, le nombre d'infrastructures et on nous permet de prioriser, par exemple, avec Geneviève, on permet de prioriser quelle serait un peu façon de collaborer entre les gens qui utilisent la ressource et les gens qui habitent les territoires. Donc, mais comme je disais tantôt, le problème, c'est qu'on a juste une base de données. Vous me OK.
de dire. Et donc, un des problèmes qu'on a, c'est que, en fait, on a très peu d'informations sur les réseaux routiers, autre qu'une ligne sur un cap. Donc, on a procédé avec la télédétection. On a dit, est-ce qu'on peut aller chercher des valeurs, des variables liées à la forme, à la morphologie de la route, qui nous pourraient renseigner, entre autres, entre, si vous voulez, épaisseur de matière organique, de la couche de gravel, la largeur de la route, des données qu'on n'a nulle part. Donc, ça veut dire qu'on peut pousser encore du chemin, puis aller chercher ces informations. Entre autres, quand on pense au déploiement de réseaux routiers, ben, on commence à travailler et à développer des outils qui nous permettent d'évaluer les impacts du changement climatique et le déploiement de réseaux. Ça, c'est avec Clément et Élise, l'étudiant Élise. Et pour aller plus loin, il faut se poser toutes sortes de questions. C'est-à-dire, le chemin rentre en compétition avec la forêt. On a une superficie qu'il faut éventuellement adapter, contribuer au bilan carbone. Donc, comment on intègre dans nos variables décisionnelles, pas seulement tantôt mon voyage des camions, des gravels, mais tous les autres incidences associées justement à l'impact qu'ont les réseaux routiers sur les territoires. C'est-à-dire tous ces coûts qui ne sont pas comptabilisés au moment zéro. Donc, il y a 2 doctorats qui travaillent dans les processus, puis un autre qui travaille à regarder nos façons de faire, puis voir un jour, minimiser peut-être certains types d'accès, et massifier d'autres, et voir quel impact pourrait avoir sur l'industrie. Sur ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, Osvaldo.